Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Félicitations pour votre élégance et votre patriotisme. Merci. Et pour le cours brillant que vous venez de dispenser en journalisme. Alors, je veux savoir comme première question, est-ce qu'un journaliste peut avoir confiance à la parole d'une autorité en exercice, notamment un ministre? On peut considérer cette parole comme une source officielle. Comme une source officielle. Et aller chercher des sources officieuses. C'est-à-dire aller recouper l'information dans le cercle de ce ministre ou dans le cercle de l'actualité dont vous êtes en train d'assurer la couverture. Vous l'avez fait réagir, c'est bien, c'est la version officielle. Nous sommes dans le cadre du reportage, encore une fois. Donc, nous sommes dans le cadre des faits. Il a fait une déclaration, vous la prenez, vous n'allez pas la rejeter. C'est une information officielle. Mais il ne suffit pas aussi pour donner la crédibilité à votre article. Il faut aller chercher à recouper. À supposer que c'est le ministre qui vous appelle pour vous donner un renseignement, est-ce qu'on peut considérer ce renseignement comme crédible? En le citant, bien sûr. Est-ce que le journaliste peut rapporter ce renseignement dans ses colonnes? En le citant. En le citant? Oui, ça vous désengage. Que ce soit maintenant une information crédible ou pas, vous l'avez cité. D'accord. Monsieur le ministre, un tel a dit ça. D'accord. Oui. Est-ce que ce journaliste peut protéger cette autorité en exercice devant la justice? Si le ministre s'est confié à lui à titre exceptionnel, il doit pouvoir demander au ministre, est-ce que je dois vous citer? S'il dit il n'y a pas de problème, il y en a qui disent non, il n'y a aucun problème, tu peux me citer. À ce moment, il n'y a aucun problème. Mais il y en a qui disent non, ne me cite pas. Voyez-vous, à ce moment-là, comme je l'ai dit ici, il vous est loisible de dire que c'est une source officielle quand même. Une source officielle ou un ministre. Il y a beaucoup de voies et moyens par lesquelles vous pouvez passer sans citer son nom. Mais dès l'instant que vous dites un ministre, ça montre déjà que c'est une source officielle. D'accord. À supposer que l'information est venue de la hiérarchie militaire comme étant un secret d'État, est-ce que le journaliste peut révéler le nom de cette hiérarchie militaire? D'abord, quand une information est mentionnée secret d'État, proche de l'armée, le journaliste doit faire beaucoup attention dans l'utilisation il faut toujours voir le service de communication du ministère de la Défense. Bon, là encore, pour avoir des informations là-bas, c'est la bannière. Parce qu'on vous demandera de faire une demande, vous allez faire la demande, la demande doit monter, il y a une courbe ascendante, donc de ce bureau au sommet, et puis ça reviendra au service communication qui va vous transmettre la réponse. Ça peut prendre un mois. Donc quelqu'un qui travaille sur un factuel, c'est quelque chose d'urgent, vous savez que c'est très compliqué. Mais quand c'est mentionné sur le document secret défense, je pense qu'a priori, ça veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Si vous devez l'utiliser, il faut aller auprès des personnes qui sont en charge pour recouper. Non, je ne parle pas d'un renseignement qui est venu d'un document. À supposer que c'est par un appel téléphonique que l'autorité militaire ou le ministre vous donne des renseignements. Et il vous dit, je ne voudrais pas que mon nom soit connu. Vous ne devez pas le citer. Vous ne devez pas le citer dans ce cas. D'accord. Alors, venons-en au niveau de la tournée que vous avez effectuée en Europe et aux États-Unis. Quel était le message qui était véhiculé par les membres du CNDD à nos compatriotes de l'étranger? Bon, en Europe, on appelait cette tournée conférence d'information du CNDD. C'était de dire ce que le CNDD ambitionne, ce que le capitaine Moussa Dadis et ce qu'ils ambitionnent, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour que les Guinéens soient heureux. Donc, colonel Korka était très bien dans sa peau, il restituait ça de façon éloquente. Et c'était dans le cadre de la lutte contre la corruption, qu'est-ce qu'ils comptent faire, n'est-ce pas? Ils sont en train déjà de travailler à Conakry parce que ce qu'on appelait des daddy shows, n'est-ce pas, où on appelait des gens qui s'exprimaient sur leur gestion, etc. Donc, il donnait les bien fondés de tout ça, comment il faut rompre avec l'impunité, comment il faut faire en sorte que le Guinéen puisse manger à sa faim, les services sociaux de base, comment se soigner, etc., etc.
Voilà des messages que le colonel Kolka relayait et qui étaient des messages qui tombaient dans des oreilles attentives, ce qui fait qu'en Europe, comme je vous l'ai dit, nous étions comme des princes. Nous, journalistes, bien sûr, parce qu'on était à côté d'eux, mais eux surtout. Mais lorsqu'on est arrivé et qu'on est reparti aux États-Unis, nous n'avons pas pu faire de meeting. Il n'y a eu aucun meeting parce que l'atmosphère avait changé, parce que lorsqu'on est revenu, le temps de préparer le voyage pour repartir, je pense que c'est durant cette période que le président, capitaine Moussa Dadis, est parti à Bourbinet pour faire cette sortie, quoi. Donc, on est arrivé dans une atmosphère complètement différente aux États-Unis. Oui, ça, j'ai compris ça. Est-ce que, au moment où les membres du CNDD véhiculaient ces messages, est-ce qu'ils disaient également à nos ressortissants que le CNDD n'allait pas faire plus de 6 mois au pouvoir, il allait organiser des élections pour l'installation d'un civil au pouvoir? Le colonel Korka avait un discours très cohérent. Il le disait? Il avait un discours très cohérent. Il touchait tous les secteurs. Et oui, il disait que nous sommes venus pour faire en sorte que nous sommes venus aplanir, assainir la maison et puis rendre le pouvoir. Il le disait. Alors, une fois aux États-Unis, lors de la réunion qui était projetée, est-ce que vous n'avez pas senti le contraire de ce que vous étiez allé véhiculer? Non, on est arrivé dans un contexte où les discours avaient changé. Voilà. Donc, les mentalités avaient changé. La communauté guinéenne des États-Unis, toute sensibilité confondue, était devenue subitement hostile au CNDD. Donc, c'était une trahison? Je ne peux pas juger, je ne sais pas. Et vous étiez persona non grata? Oui, nous étions des indésirables. C'est ça. Quand je dis nous, c'est pas nous sommes journalistes, on accompagnait. Non, mais la délégation. Voilà, exactement. D'accord. Alors, une fois au retour en Guinée, je voudrais parler de la journée du 27 septembre. Vous avez reçu un appel téléphonique de votre sœur. Est-ce qu'elle vous a donné les prémices des préparatifs du massacre du 28 septembre pour vous dissuader d'y aller? Non, le 27 au soir. En fait, elle, chaque fois qu'il y a un événement, elle sait qu'elle a un frère journaliste, elle m'appelait toujours pour me dire « je sais que tu vas aller », parce qu'elle sait que j'irai. Donc, elle me disait « puisque tu dois aller, voilà ce qu'il faut faire ». Ce n'était pas une première, hein. Elle le faisait régulièrement, mais là, comme je rentrais des États-Unis, elle m'a demandé si je suis bien rentré, comment j'ai trouvé ma famille. Et puis maintenant, elle m'a dit, il semble que demain, il y a ça au stade. J'ai dit oui. Elle dit, tu vas y aller? J'ai dit, bien sûr. Elle me dit donc, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, reste pur, etc. Hein, voilà ce que tu vas réciter. Et quand on va à des événements comme ça, mais il n'y avait pas, c'était pas en fait une alerte. C'est fréquent chez elle. D'accord. Ouais. Est-ce que dans la soirée du 27, vous n'aviez pas mené des enquêtes pour savoir ce qui allait arriver le lendemain? Non, je voulais, en tant que reporter, aller vivre. Je n'avais pas à savoir ce qui se passe. Je suis en Guinée. J'avais préparé tout mon matériel et très tôt, je me rendais au stade pour vivre l'événement. Mais je n'aurais jamais imaginé quand même, je le répète, que ça allait prendre une telle tournure. Même quand je suis venu au stade le matin, tout à fait au matin, l'ambiance qui prévalait ne pouvait pas du tout préjaser que la journée aurait été dramatique, qu'on allait vivre des choses incroyables en soirée. Merci. Il y a une adage qui dit que chacun a son tour chez le coiffeur. Est-ce que c'était votre tour ce jour-là, le 28 septembre? Absolument. Oui. Quel était le modèle de coiffure que le grand coiffeur vous a donné? Si vous vous rappelez. Je me coiffe toujours simplement. D'accord. Ouais. Est-ce que vous étiez avec la délégation du président Dadis lorsqu'elle se rendait à l'hôpital national d'Onka pour rendre visite aux blessés? Non. Moi, je suis allé à Donka avec l'équipe de AP qui est venue d'Afrique du Sud. C'est bon. Est-ce que vous aviez reçu des gens qui vous ont parlé sous l'anonymat où se trouveraient les fosses communes? Non. Dans votre rédaction? Non. Moi, personnellement, non. Je vous remercie. Je remercie le tribunal.
Merci.